c'est qu'il est prévu que la transition prenne fin, d'après le chronogramme, en août 2025. C'est ce qui avait été annoncé. Donc, beaucoup d'observateurs politiques sont un peu surpris qu'on annonce des élections le 22 mars 2025. Mais c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des élections assez vite ou pas? Non, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Parce que, d'une part, il faut laisser les candidats se préparer à une élection. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en compagnie de Sylvain Obam, porte-parole, vice-président et porte-parole de l'ADS. Bonsoir. Bonsoir Carly. Merci, heureux de vous retrouver. Bonne année. On parlera avec vous aujourd'hui du Gabon, où l'actualité politique est marquée par un troisième remaniement depuis l'accession au pouvoir du général Brice Oligui. Comprenez-vous les raisons de ce remaniement? Oui, merci Carly déjà de m'avoir invité et bonne année à vous et à l'ensemble des managers de la chaîne. Un remaniement, on peut le comprendre effectivement, un remaniement ministériel est toujours la conséquence justement soit d'un échec du précédent gouvernement, pas dans sa totalité, hein, mais en tout cas quelques portefeuilles. Et nous pouvons comprendre aujourd'hui qu'après près de 15 mois de gouvernance par la transition, le gouvernement qui avait été installé est arrivé à bout de souffle. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux qui touchent le Gabon, notamment des enjeux économiques, qui font que le Gabon serait sous pression économique du FMI, la Banque mondiale. Et d'ailleurs, nous avons appris la suspension justement des aides du FMI, la Banque mondiale, qui a notamment entraîné nécessairement ce remaniement. Et pour être plus probant, le ministre de l'économie a changé de portefeuille. A changé de portefeuille, et cela peut en dire long, justement, sur la pression que subit le Gabon. C'est une sanction du ministre, ce remaniement? C'est une sanction pour le ministre de l'économie? Ça peut se lire, en tout état de cause, ça peut se lire ainsi. Le commun des mortels peut le lire ainsi, que c'est une sanction du ministre de l'économie au regard, justement, de la pression sous laquelle est mise le Gabon par rapport à sa dette et à son financement. La preuve en est que la Direction générale de la dette, qui est une direction sous tutelle du ministère de l'économie, mais qui a son ministère propre aussi, avec Charles Ouba. Aujourd'hui, maintenant, est rattaché au ministère des Comptes publics, parce que le ministère des Comptes publics n'avait pas la branche dette. Aujourd'hui, avec le nouveau remaniement, nous avons maintenant un ministère des Comptes publics et de la dette. Donc, ça en dit long, justement, sur le traitement de la dette du Gabon, qui fait en sorte que nous sommes, la note que nous accordent les bailleurs de fonds est très, très en dessous de ce que nous pouvons attendre. Alors, sans refaire l'histoire, c'était une erreur de ne pas avoir un ministère de plein exercice en charge de la dette, vu enfin, tout ce que doit le pays, 17 milliards d'arriérés. Oui, je pense que, vous savez, c'est une erreur stratégique d'avoir juste une direction de la dette et de séparer les comptes publics dont le budget de la dette. Aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La dette a été rattachée au ministère des Comptes publics, c'est tant mieux. Nous voyons effectivement que le ministre des Comptes publics est plutôt orthodoxe dans sa gestion. Et ce que nous souhaitons pour le Gabon, effectivement, c'est que les comptes de notre pays soient sains pour qu'on puisse obtenir justement des financements pour développer des politiques publiques à l'endroit des populations qui sont dans le besoin. Et Mac Dumba, est-ce que vous lui faites confiance, le nouveau ministre de l'économie? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas personnellement. Comme on dit, on voit le maçon au pied du mur. Nous n'allons pas préjuger de l'avenir sans qu'il ne commence à travailler. Donc je pense que le ministre Mike Moussi est resté quasiment 15 mois. Il a fait ses preuves. Il a eu des résultats. Hein, ne soyons pas de mauvaise foi. Il a eu des résultats sur le plan des recettes douanières et des recettes fiscales. Le ministre sortant a eu des résultats, mais effectivement, aujourd'hui, certainement, il faut un nouveau souffle. Et le fait de l'avoir remplacé peut être une sanction, mais c'est pas parce qu'on ne vous sanctionne pas parce que vous avez été mauvais tout le temps. C'est que vous êtes devenu peut-être moins bon
à un moment et qu'on a besoin d'un nouveau souffle. Et c'est là on vous prend un remplaçant. Et là, il est aujourd'hui à la tête du ministère du Climat et de l'Environnement, si je ne me trompe pas. Ce gouvernement comporte 36 membres, dont 5 de plus que le précédent. Il y a un ancien ministre, je lisais un papier qui disait qu'il faut avoir un gouvernement serré, très serré, pardon, pour pouvoir réduire le train de vie de l'État. Si vous regrettez que son appel n'ait pas été entendu quand on voit la situation financière du pays. On peut s'en offusquer. Au regard de la situation financière de notre pays, le train de vie de l'État doit être diminué. Et pour faire une belle publicité, vous avez publié Gabon, la réforme administrative sans la réforme de l'État, réflexion de 2009 à nos jours, préfacée par l'actuel ministre des Comptes publics et de la Dette, Charles Mba. Est-ce qu'on peut avoir la couverture du bouquin, Romain? Voilà, donc pour aller plus loin dans la réflexion, je vous laisse répondre. Oui, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, nous sommes surpris. Alliance démocratique et solidaire est surpris de cette augmentation du nombre de portefeuilles gouvernemental, alors que nous subissons une pression financière importante et que les politiques publiques, notamment sociales, sont difficilement réalisées. Nous avons des difficultés au plan de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, et nous avons encore aujourd'hui des détournements massifs d'argent public qui mettent à mal justement le bien vivre des Gabonais. Et nous aurions souhaité effectivement que ce soit un gouvernement resserré. On se souvient, Sankara, il avait réduit drastiquement le train de vie de l'État en remplaçant les grosses berlines par des Renault 5. On aurait aimé aussi que cette réduction du train de vie de l'État s'applique aussi au quantum du nombre de personnes qui occupent les postes ministériels. Mais on en a encore rajouté, ce qui veut dire des finances en plus, au détriment justement du développement des politiques publiques sociales. C'est peut-être aussi une manière d'élargir son assise politique ou pas, pour la part du président de la transition? Satisfaire un peu tout le monde? Oui, satisfaire tout le monde, mais finalement ne pas satisfaire les Gabonais. En réalité, ceux qui doivent être satisfaits, c'est le peuple gabonais. Qui peut se retrouver dans ces ministres, dans ce gouvernement assez pléthorique? Oui, mais dans une nation, on ne se retrouve pas dans un individu. Un ministre, quel qu'il soit du Nord ou du Sud, il est ministre de la République. Il n'est pas ministre de la localité du Sud. Donc il doit satisfaire l'intérêt général. Et c'est d'ailleurs cela qui a mené les Gabonais à une plus grande abstention politique, à une défiance à l'égard des hommes politiques, parce qu'ils ont l'impression justement que les hommes politiques ne font que mentir, ne font que détourner sans foi ni loi les budgets de l'État et qu'ils restent les enfants abandonnés d'une nation très riche. Et aujourd'hui, justement, le nombre de ministres ne garantit pas la bonne santé multidimensionnelle des Gabonais sur le plan de l'éducation, de la formation, de la santé et de l'économie. Ce n'est pas le nombre de ministres qui le garantirait. Aujourd'hui, nous aurions aimé, à Alliance démocratique et solidaire, avoir un gouvernement sous forme de task force, parce que nous faisons face à des contraintes et une task force aurait été plus à même à régler les difficultés que rencontre aujourd'hui le Gabon. Mais nous voyons, en revanche, nous sommes dans un gouvernement des héritiers de Bourdieu. Ah ouais. C'est quoi la forme type d'un gouvernement resserré pour le Gabon quand on regarde les priorités aujourd'hui selon vous? Là, on voit qu'il y a un Premier ministre, un vice-premier ministre, et des ministres d'État. Oui, et des ministres d'État, oui, effectivement. C'est quoi, il fallait supprimer un peu tous ces postes grandiloquents? Très honnêtement, pour être objectif, si on part du ratio nombre d'habitants, nombre de ministres, le Gabon, c'est à peine 2 millions d'habitants. On va nous dire comparaison n'est pas raison, mais 2 millions d'habitants, je pense que le Gabon pourrait être dirigé depuis le centre sans avoir besoin de 40 postes ministériels. Au Bénin, nous sommes à 21 ministres. Donc nous avons je ne vais pas prendre l'exemple des pays occidentaux parce qu'on va toujours nous taxer. Non, mais pourquoi vous prenez l'exemple des pays occidentaux? On n'est pas pareil. Mais on a des exemples en Afrique aujourd'hui, comme le Bénin, qui ont 21 ministres aujourd'hui. Donc en réalité, le nombre de ministres n'est là que pour satisfaire certainement certaines localités, comme dans l'ancien régime. Or, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une task force, donc des compétences pointues pour sortir le Gabon des difficultés dans lesquelles il se trouve. Le leader du Parti des démocrates libres, Séraphin Akouré-Davin, est le nouveau porte-parole du gouvernement. Considérant que lorsqu'on est membre du gouvernement, on ne peut pas, en principe, être candidat à la présidentielle, c'est une manière, selon vous, pour son parti et pour lui-même, de faire allégeance au général Oligui? Non, je ne pense pas nécessairement que tous ceux qui sont dans le gouvernement font allégeance au général Oligui.
Je pense aujourd'hui que tous ceux qui sont au gouvernement sont appelés d'abord, et je le crois sincèrement, par leurs compétences. Et le professeur Akour Davin, qui a écrit, il y a moins d'1 an, son livre « Le Gabon est malade », fait un diagnostic en tant que médecin de formation de la situation du Gabon. J'ai acheté ce livre-là, je l'ai lu, c'est un livre édifiant. Donc il a des compétences, il a un amour profond pour le Gabon et pour les Gabonais. Il a des compétences. C'est un orateur hors pair. Nous l'avons connu à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, je pense qu'il fait un bon porte-parole. Maintenant, on voit toujours le maçon au pied du mur. Nous, ce que nous attendons, il est ministre des énergies. Donc ce que nous attendons de lui, c'est que le Gabonais ait l'électricité et l'eau 24 heures sur 24. Il est porte-parole du gouvernement. Oui, il est un autre ministre. Oui, il est ministre et porte-parole. Mais son avenir politique est oui, son avenir politique, oui, sur le principe de la présence dans le gouvernement de la transition, vous élimine en tant que potentiel candidat à l'élection présidentielle. Oui, c'est un choix qu'il fait. Peut-être est-il conscient qu'il n'a plus aucune chance de gagner une élection présidentielle un jour. Je ne sais pas quel âge il a, mais la nouvelle constitution fait qu'au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle. Si aujourd'hui il a 60 ans, M. Oligui se présente demain, il va briguer un mandat de 7 ans, certainement renouvelable une fois, donc il n'aura plus la possibilité de se présenter. Peut-être c'est pas pour dire aussi, finalement, il faut tous faire il faut tous faire bloc derrière le général. Mais dans ce cas, je dirais, Carnil, créons alors un parti unique. Et nous serons tous satisfaits. Nous sommes en démocratie. Alors, effectivement, chacun fait ses choix. S'il estime aujourd'hui qu'il est en état d'apporter des solutions, nous, ce qui nous compte, ce n'est pas des attaques ad personam. Nous, ce qui compte pour Alliance démocratique solidaire, c'est que le gouvernement actuel réponde aux besoins des populations gabonaises. Peu importe le bord politique duquel il vient. Donc nous souhaitons effectivement que s'il est ministre des Énergies, que ce qui fait souffrir les Gabonais depuis la nuit des temps, c'est l'eau et l'électricité. Dans un pays traversé par l'équateur, où il pleut quasiment plus de 300 jours par an, et que nous n'ayons pas l'eau 24 heures sur 24 et l'électricité, ça nous pose un problème. Nous attendons que le ministre de l'Énergie apporte des solutions sur ce point-là. Un remaniement qui intervient en plein examen de la réforme du code électoral. C'est quel message on fait passer concrètement? C'est-à-dire on prépare son équipe type pour aller en campagne ou on peut le lire, on peut avoir cette lecture-là, effectivement. On s'y attendait déjà un peu depuis quelques mois que le remaniement allait intervenir. En fait, la simultanéité des événements, remaniement du code électoral et remaniement ministériel, et annonce officieuse et officielle par Jeune Afrique, mais non démentie par le gouvernement des élections le 22 mars 2025, justement. Et la précipitation avec laquelle le code électoral est revu peut nous faire dire qu'effectivement, il y a un alignement des planètes entre ce remaniement ministériel et la prochaine élection. Parlons de l'examen de ce projet de loi organique portant un nouveau code électoral qui s'étend sur une durée de 10 jours, un délai contesté par une partie de la classe politique. Est-ce que vous aussi, vous considérez qu'il y a une précipitation sur cette question, que le temps n'est pas long? Alliance démocratique a eu l'occasion, par la voix de son président, d'intervenir là-dessus sur TV+ Afrique, sur cette question-là de la précipitation sur la réforme du code électoral. Effectivement, nous considérons que c'est une réforme à marche forcée du Parlement, qui est aujourd'hui engagée par le Parlement. D'ailleurs, le texte est aujourd'hui entre les mains du Sénat. L'Assemblée nationale l'a adopté le 15 janvier et n'a eu que 10 jours. Nous considérons que c'est un délai... On parle de chambre d'enregistrement, hein, c'est ce qui circule un peu dans la classe politique gabonaise. Nous considérons que l'Assemblée générale de la transition est une chambre d'enregistrement, parce que d'ailleurs, nous sommes en intercession parlementaire. Donc l'exécutif aurait pu adopter le code par ordonnance. On peut lire qu'il a souhaité revenir vers le peuple, mais en 10 jours, aucun travail sérieux ne peut être mené sur 383 articles. Mais moi, je suis quand même assez surpris. Dans certains pays qui ont à la tête des militaires, on reproche de ne pas aller vite pour organiser les élections. Et là, le général Oligui veut accélérer les choses. On considère qu'il va un peu trop vite. C'est pas assez paradoxal. En réalité,
il prend tout le monde de court. Ce que nous souhaitons et ce que nous disons, c'est qu'il est prévu que la transition prenne fin d'après le chronogramme en août 2025. C'est ce qui avait été annoncé. Donc, beaucoup d'observateurs politiques sont un peu surpris qu'on annonce des élections le 22 mars 2025. Mais c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des élections assez vite ou pas? Non, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Parce que, d'une part, il faut laisser les candidats se préparer à une élection. Enfin, je pense que c'est fait depuis que le non, gouvernement... Non, pas du tout. C'est-à-dire on ne se peut pas éternellement à une élection, oui, on n'attend pas... Oui, on se prépare éternellement à une élection, mais une campagne, ça se prépare. Je pense aujourd'hui, sur le plan démocratique, c'est un recul. C'est-à-dire que lorsqu'on vous... C'est comme quand même si vous préparez pour une course aux Jeux Olympiques, mais vous connaissez que dans 4 ans, vous irez à Rio ou aux États-Unis pour concourir. C'est pas aujourd'hui, on vous dit entraînez-vous, on ne vous donne pas la date et on vous dit demain, vous prenez l'avion pour aller concourir. Même si vous êtes préparé depuis, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Donc aujourd'hui, nous considérons que cette annonce d'une élection anticipée n'est pas encore confirmée par les autorités gabonaises. N'est pas confirmée, mais n'est pas non plus démentie. C'est vrai. Pour l'instant. Et c'est pas... On souhaite tous sortir de la transition, mais dans les bonnes conditions. Le Gabonais, aujourd'hui, a besoin des dirigeants qui ont une légitimité. D'accord? Et pour avoir une légitimité, il faut créer les conditions de la transparence. La précipitation avec laquelle le code électoral est modifié crée de la défiance et de la méfiance. On se demande si le Parlement, qui a vocation à légiférer, va justement prendre en considération les recommandations du dialogue national inclusif. Est-ce que ce code électoral sera la conséquence d'un compromis, de solutions qui conviennent à chacun, à la société civile, à l'opposition et aux dirigeants? Donc c'est ça la question. Et les délais restreints dans lesquels les choses sont faites préjugent justement de conséquences annoncées de contestation d'élections. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter que l'on se retrouve demain dans une situation de contestation qui va encore plonger le Gabon dans une crise politique et sociale dans laquelle il est déjà. Donc aujourd'hui, c'est un test grandeur nature de la maturité politique démocratique au Gabon. Et nous souhaitons en sortir de là la tête haute. Parlant de transparence, certains aussi ont critiqué le fait que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur, comme ça se fait en France, même s'il faut préciser qu'il y aura le projet, de ce que a pu fuiter un peu, prévoit la création d'une commission spécialisée, une autorité de contrôle, de supervision des élections et du référendum, bon, bref, un peu de tout, qui est formée de personnalités impartiales et compétentes. Ce qui a été un peu fuité dans la presse. En France, c'est naturel que le ministre de l'Intérieur organise l'élection, tout se passe bien, à 20 ans on a les résultats et tout. Pourquoi lorsque c'est en Afrique, je vois un peu tout le monde s'agiter? Oui, parce qu'en réalité, nous avons des cauchemars avec le ministère de l'Intérieur qui organise l'élection. Nous savons, dans la décennie 90, pour parler comme les Belges, que c'est le ministère de l'Intérieur qui proclamait les résultats. À l'époque, c'était M. Moumou Meyakou, et on savait que lorsqu'il proclamait les résultats, même si ce n'est pas Omar Bongo qui gagnait, il venait proclamer que c'est lui qui gagnait. Et cette méfiance est arrivée de là. Et c'est pour ça que par la suite, les instances autonomes ont été créées, la CENAP au départ et le CGE pour les dernières élections. Cela a été supprimé. Maintenant, on revient à l'exclusivité de l'organisation de l'élection par le ministère de l'Intérieur. Nous le décrions à Alliance démocratique et solidaire, et pas qu'Alliance démocratique et solidaire. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, M. Fumboula Libeka, le décrit aussi. Il n'est pas membre de l'Alliance démocratique et solidaire, il est député de la transition. En réalité, ce que nous constatons par ailleurs, c'est que le ministère de l'Intérieur est dirigé, certes par un ministre de l'Intérieur, mais c'est le président de la transition qui est le chef suprême des armées et qui est garant de la sécurité nationale, qui en réalité piloterait le ministère de l'Intérieur. Donc c'est cette défiance-là et ce manque de confiance-là. Vous n'avez pas confiance alors nous n'avons pas confiance en ce que l'élection soit exclusivement organisée par le ministère de l'Intérieur. Dont acte c'est fait aujourd'hui. Les autorités qui ont été créées... L'autorité de contrôle, là, ouais. De contrôle. On se pose la question, pourquoi ils ont été créés? Ils ont certainement été créés parce que la critique sur l'exclusivité de l'organisation de l'élection par le ministère de l'Intérieur a été entendue. Alors, certes, mais là encore,
nous avons là une preuve d'une malgouvernance. Nous sommes en difficulté financière. On crée des autorités supplémentaires. Quel budget allons-nous les allouer? Ce n'est pas parce qu'on crée de nouvelles institutions que les élections seront crédibles, transparentes et sereines. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les institutions qui font que les élections ne soient pas critiquées en Afrique. Mais ce sont les structures humaines, donc les hommes qui dirigent ces structures, qui doivent avoir une moralité, une probité importante, de sorte que les institutions qu'ils gouvernent rendent transparentes les élections. Donc on peut créer autant d'institutions, mais tant que les hommes qui les dirigent ne sont pas sertis d'un capital d'intérêt général et de probité morale, nous aurons toutes des élections qui sont critiquées. Il y a aussi le processus de révision de la liste électorale qui est, je crois, ça a débuté là. Est-ce qu'ici à Paris, au niveau de la diaspora, vous ressentez un vrai engouement pour cette opération? Oui, alors j'entends, je ne suis pas encore allé personnellement, mais j'entends qu'il y a un engouement parce que c'est l'élection présidentielle, contrairement à ce qui s'est passé par rapport au référendum, où l'abstention a été à son plus haut niveau et où les Gabonais n'étaient pas du tout intéressés par ce suffrage. Mais je pense que l'élection présidentielle retient l'attention de tout le monde et il y a un engouement. C'est une bonne chose de réviser la liste électorale. Mais nous pensons, là elle est révisée pendant un temps, mais nous pensons qu'il serait bien d'avoir une possibilité d'inscription permanente sur la liste électorale. Ça veut dire que si la liste électorale doit être élevée du 2 au 31 janvier, au-delà du 31 janvier, on ne peut plus s'inscrire sur une liste électorale, mais après le 31 janvier, il y a des personnes qui peuvent devenir majeures et en âge de voter. Ils font comment? Ils ne votent pas avant l'élection. Donc il faut donner la possibilité aux Gabonais de pouvoir s'inscrire de façon permanente, dès qu'ils ont l'âge de voter, de s'inscrire sur la liste électorale et pouvoir voter. C'est une bonne chose. Mais nous pouvons encore aller plus loin. Justement, nous avons fait le constat d'une abstention record et des Gabonais qui ne croient plus. C'est pour ça que la légitimité doit être la priorité des nouveaux dirigeants. C'est pour ça qu'à Alliance démocratique et solidaire, nous pensons que pour l'avenir, l'instauration d'un vote obligatoire n'est pas dénuée de tout sens politique et patriotique. C'est votre proposition, vous voulez un vote obligatoire? Un vote obligatoire parce que, d'une part, le vote obligatoire apporte de la transparence, de la justice sociale et surtout, nous n'avons pas encore le sens du vote dans nos pays africains. Faire de nous des citoyens, c'est rendre le vote obligatoire parce qu'il faut comprendre que ceux qui ne votent pas, justement, d'autres personnes décident pour eux. Et aujourd'hui, si nous avions de la défiance, de la méfiance pour le passé, parce que nous avions des gouvernants qui ne respectaient pas du tout le vote des Gabonais, avec le coup de libération du 30 août 2023, le Gabonais peut désormais se réapproprier son pouvoir en tant que peuple souverain à qui confie son destin à des tiers qui décident pour lui. Donc aujourd'hui, il faut... N'ayons pas peur du mot obligatoire. Qui d'entre nous n'a pas accompagné son fils le premier jour à l'école? Qui d'entre nous n'a pas pleuré vraiment des cordes lorsque on voulait l'amener pour la première fois à l'école? Est-ce que pour autant, nos pères et nos mères ont dit tu restes à la maison parce que tu ne veux pas aller à l'école? Il faut forcer le vote obligatoire parce que c'est aujourd'hui ce qui peut garantir à ce que chaque citoyen puisse choisir son destin. Je vois beaucoup faire du vuvuzela sur les réseaux, mais peu sont ceux-là qui votent. En réalité, ceux-là qui jouent les éveilleurs de conscience ne sont même pas parfois inscrits sur les listes électorales, mais ont impact sur la vision du pays. Or, dans ce cas, si vous voulez changer votre destin, il faut aller voter. Et le vote est crucial. Pensons déjà au combat de l'apartheid en Afrique du Sud. One man, one vote. Au combat des suffragettes avant l'arrivée du général de Gaulle, à ceux qui sont morts pour ce droit de vote. Donc j'incite vraiment les Gabonais et les Gabonaises qui sont dans la diaspora à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour enfin décider de leur destin. Parce que si vous ne le faites pas, ce sont les autres qui décident pour vous. Et vous allez subir les choix des autres. Merci beaucoup, Maître Sylvain Obam, vice-président et porte-parole de l'ADS. Je vous rappelle que vous publiez Gabon, la réforme administrative sans la réforme de l'État aux éditions L'Harmattan, préfacée par l'actuel ministre du Budget, Charles Mba. Merci beaucoup d'être passé. Merci à Romain Kiko de Menk à la réalisation. Portez-vous bien et à demain. Merci.